personne comprenait en fait. Et puis j'avais rien derrière, c'est-à-dire que j'avais pris cette décision tellement sur un coup de tête, mais bon, comme tout ce que je fais dans la vie. Et du coup, c'était mais qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire? Je disais je sais pas, peu importe, il faut que j'arrête, c'est tout. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Parce que concrètement, qu'est-ce qui n'allait pas dans ton travail ? Ce qui n'allait pas dans mon travail, c'est que je pense que j'étais en train de perdre un petit peu le sens j'avais une sorte de perte de sens à ce que je faisais. Il y a l'arrivée des réseaux sociaux qui a un petit peu contaminé notre métier, puisque le métier qu'on a fait avec cet avocat était vraiment formidable, parce que il y avait un objectif de construire la vie de la personnalité sur le très long terme et de toujours trouver pour elle des contrats qui mettaient en valeur justement les valeurs de la personnalité, les valeurs de la marque, leurs valeurs communes. Et l'idée c'était de toujours raconter une très belle histoire. Et l'arrivée des réseaux sociaux et en particulier d'Instagram est venue fausser tout ça. Puisque les marques, elles se sont mises à envoyer un peu des émissaires partout en soirée pour toucher les personnalités en direct. Et puis, elle proposait des contrats faramineux. Et voilà, et je trouve que les personnalités, elles étaient parfois tentées d'aller signer des contrats pour des choses qui n'avaient aucun sens par rapport à ce qu'elles étaient profondément. Et les marques, la seule question qu'elles nous posaient, c'était combien elle a de followers. Voilà. Donc ça devenait vraiment très décevant. Et donc l'anecdote, est-ce que tu peux la raconter, qui a été le déclic de là c'est la goutte de trop? Le déclic, il a été vraiment très très soudain, très bref mais extrêmement puissant, parce que c'était un samedi matin où j'avais la garde de mes enfants, on était encore tous au lit, collés les uns aux autres en train de regarder un petit film, et mon téléphone était resté sur silencieux après la nuit. Et quand j'ai allumé mon téléphone, j'avais je ne sais combien d'appels et de messages d'une des personnalités dont on s'occupait, qui était en rage parce que la personne qui devait venir la chercher en voiture pour l'emmener faire une émission ne s'était pas réveillée, ne l'avait pas emmenée, qu'elle du coup elle n'avait pas pensé à prendre un Uber ou un taxi, bref, donc elle nous mettait tout sur le dos. Donc c'était une pluie de reproches. Voilà, et puis l'avocat avec qui je travaillais m'a répondu Isa, tu gères. Donc j'en ai eu assez en fait, de mettre mon énergie au service d'activités de gens en qui je croyais plus vraiment, voilà, dont j'avais l'impression de plus vraiment partager les valeurs. Et donc il y a eu vraiment quelque chose de très profond et de très fort qui est monté de moi, et un grand stop. Je me suis dit mais combien de temps tu vas encore accepter ça, et j'ai dit plus jamais. Mon mari était absent pour le week-end, et quand il est rentré le dimanche soir, je lui ai dit j'arrête de travailler. Il m'a dit mais non, tu l'as déjà dit plein de fois. Je dis non mais vraiment j'arrête. Et le lundi matin, ma lettre de rupture était écrite. Il m'a dit mais je vais quand même la relire. Il l'a relue, et 10 minutes après, elle était déposée sur le bureau de l'avocat avec qui je travaillais. Et quand tu as déposé cette lettre, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Quand j'ai déposé cette lettre, j'avais une confiance absolue. J'ai jamais hésité une seconde. Je savais que c'était ça que je devais faire. Et ça a été pourtant une lutte après, pendant les 4 mois de préavis que j'ai eu, parce que personne ne voulait que je m'en aille. Je m'entendais très très bien avec tout le monde. Ils savaient qu'on avait une super ambiance au travail. Personne comprenait en fait. Et puis j'avais rien derrière, c'est-à-dire que j'avais pris cette décision tellement sur un coup de tête, mais bon, comme tout ce que je fais dans la vie. Et du coup, c'était mais qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire? Je disais je sais pas, peu importe, il faut que j'arrête, c'est tout. Et donc au moment où le préavis s'est terminé, voilà, t'as dit que t'avais plus rien. Et qu'est-ce que t'as fait du coup pendant ce laps de temps? Je sais que tu t'es intéressée au développement personnel en partie, mais avant ça, est-ce que t'étais perdue? Est-ce que
Enfin, qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu étais triste? Alors après la fin de mon préavis, j'ai arrêté de travailler le 1er avril. C'était pas un poisson d'avril, c'était un vrai arrêt et ça a été assez brutal. Parce que quand on a une vie professionnelle aussi dense que celle que j'avais, tout d'un coup, on sait plus quoi faire de ses journées. C'est-à-dire qu'on a une ville incroyable à ses pieds, mais en fait, on ne sait plus aller toute seule au musée, toute seule se faire un resto. Donc, on contacte tous les gens qu'on connaît, ses amis, etc. Mais ils sont tous aussi en train de travailler. Donc, ils vous accordent 1 heure pour déjeuner pendant leur pause. Mais l'après-midi, de nouveau, vous êtes dans cette solitude à vous dire « Mais qu'est-ce que je vais faire de moi dans cette immensité avec autant de gens ?» Moi, j'étais complètement perdue. Et c'est là que j'ai compris que Paris était une ville qui n'était pas du tout faite pour moi. Ou que j'étais pas du tout faite pour Paris plutôt. Voilà, que c'était beaucoup trop grand et qu'il ne pourrait rien se passer pour moi dans cette ville de nouveau. Il y avait comme une certitude qu'il fallait que je m'en aille. Mais je ne voyais pas du tout où ni comment. Et puis après, c'est le destin qu'on a décidé, puisque les choses se sont emboîtées toutes seules et tout s'est ouvert, quoi. Et pour t'aider au moment où tu te sentais seule, tu t'es intéressée au développement personnel. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi déjà, comment tu as eu la connaissance du développement personnel et qu'est-ce que ça t'a apporté à ce moment-là? Alors le fait de plus travailler, ça m'a forcément donné du temps pour expérimenter certainement d'autres choses et c'était certainement le bon moment. Ça s'est fait de manière assez amusante parce que mes parents avaient des amis belges et que papa avait rencontrés sur le chemin de Compostelle. Et cette amie de maman lui dit « Ah, ma fille vient d'être envoyée en formation pour faire de la communication non violente. Et ça a l'air formidable. D'ailleurs, il y a une conférence à Paris dans le 6e dans 15 jours. Tu devrais t'inscrire, me dit ma maman. » Et je ne sais pas pourquoi, hein, ce genre de phrase parfois peut vous passer complètement à 100 km au-dessus de la tête et parfois ça fait tilt. Et donc je me suis inscrite, j'ai inscrit aussi donc Marc, mon mari, et puis ma grande fille Marie-May, et on devait y aller tous les 3. Et c'était un soir, il pleuvait à torrent, il faisait un froid glacial en plein mois de février. Et ma nounou qui devait garder donc notre petite dernière me dit « Je suis désolée, je vais pas pouvoir venir la garder ». Et ma grande fille Marie-May me dit « Maman, allez-y avec Marc, je garde Romée ». Et donc on est parti et j'étais très étonnée parce que Marc, qui finit lui aussi très très tard le soir, à 18h il s'est rendu disponible, il était même arrivé là-bas avant moi. Alors que moi j'y allais un peu en traînant les pieds à cause du froid, de la pluie et tout. Et on a fait cette conférence sur la communication non violente, donc créée par Marshall Rosenberg. Et je suis sortie de cette conférence en me disant c'est le secret de la paix dans le monde. Et ça m'a complètement transformée, bouleversée. Donc j'ai cherché comment faire du coup la formation. J'ai trouvé une formatrice grâce à donc la communication non violente en France, qui est un énorme organisme, très bien organisé, avec des formateurs partout en France et tout. Et puis j'ai trouvé une dame qui faisait des modules en région parisienne. Et donc j'ai fait mes 3 modules avec elle. Et puis ensuite, elle avait, à la suite des 3 modules, elle proposait 2 ans de formation qu'elle appelait guérison des blessures. Voilà. Et donc j'ai fait 2 ans de formation avec elle. Mais qu'est-ce que ça disait concrètement? Tu as dit que pour toi, ça permettait la paix dans le monde? Parce que la communication non violente, Marshall Rosenberg, il est allé étudier toutes les populations du monde, quelles que soient les races, les milieux de vie, les niveaux sociaux, professionnels, socio-économiques. Et il a remarqué que, en fait, les humains fonctionnaient partout, dans tous les milieux, de la même manière. Et en fait, il en a tiré une sorte de philosophie qu'il a après, bien sûr, rendue très méthodique. Et en fait, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je voudrais vraiment pas mal résumer ce qu'a dit ce monsieur parce que ça serait dommage, mais ce que je pourrais dire en 2 mots, c'est que quand la personne vous dit quelque chose, au lieu de le recevoir comme une attaque, il faut immédiatement aller sur la colline de cette personne, donc on appelle ça aller sur sa colline, se mettre du même côté d'elle et comprendre ce qui est en train de se jouer en elle. Et en fait, quand on comprend que la personne en face est en train de vivre elle-même quelque chose de compliqué, on comprend qu'on n'est pas du tout sa victime et qu'elle n'est pas du tout en train de nous attaquer. Et du coup, ça désamorce immédiatement le conflit. Et forcément, on se rend compte aussi que si ce qu'elle nous a dit nous a activé et qu'elle a créé quelque chose en nous d'inconfortable, une émotion inconfortable, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous à guérir. Et donc, non seulement on n'est plus la victime de la personne en face,
qu'on comprend, mais en plus on travaille sur soi et on découvre tout ce qu'on a à guérir en nous. Et donc on grandit. Et donc la personne en face devient notre meilleure amie parce que grâce à cette personne et ce qu'elle nous a envoyé, qui nous a activés, on progresse, on guérit et on s'élève. Est-ce que tu as un exemple concret de ce que ces différentes formations ont pu changer, par exemple, dans ton comportement ou dans ton quotidien? Par exemple, il y a un jour où tu as agi de cette façon, alors qu'avant, tu ne l'aurais jamais fait si tu n'avais pas suivi ces formations. Ouais, des exemples concrets, j'en ai plein, mais ne serait-ce que dans la vie de famille, dans le couple, ou en tant que maman avec mes enfants. Très souvent, quand un enfant adolescent a une réaction abrupte, agressive, colérique, énervée, etc., dès qu'on utilise la communication non violente, on comprend très bien qu'il a rien contre nous, mais qu'il est en train, lui, de vivre quelque chose d'un peu compliqué. Et par exemple, la communication non violente au quotidien, vous êtes une maman, vous vous êtes levée le matin, vous vous êtes levée 1 heure plus tôt parce que vous vous dites, je vais tout ranger, comme ça ce soir quand je rentre, la maison sera nickel. Et donc, vous passez 1 heure avant d'aller travailler à ranger votre salon, rendre votre cuisine nickel, mettre une machine en route, faire 20 minutes de repassage, bon, que sais-je. Et puis vous rentrez le soir et vos enfants, ils sont rentrés du collège et ils ont posé leur manteau et leur sac à dos dans l'entrée. Ils sont allés prendre leur goûter, ils ont laissé tout leur goûter étalé. Ensuite, ils sont allés dans leur chambre et ils ont mis leur chambre sans dessus-dessous, ils n'ont pas fait leur lit. Et donc, vous rentrez le soir et vous êtes dépité. Et vous vous dites, c'est pas possible, je peux pas. Donc là, immédiatement, la colère monte. On a tendance à vouloir hurler sur ses enfants. Mais vous vous rendez pas compte de ça. Qu'est-ce que la communication violente va venir faire là? Elle va dire, qu'est-ce qui se passe chez les enfants quand ils rentrent du collège? Ils ont été toute la journée confrontés à des horaires, un rythme à observer, le silence, on leur donne que des règles tout le temps. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent dans la maison? Ils ont envie de lâcher. Donc ils laissent leur cartable là et ils goûtent et ils n'ont pas forcément envie de passer 10 minutes à ranger derrière leur goûter. Et leur chambre, c'est leur univers, c'est leur espace de liberté. Donc si on comprend ça, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ses enfants et on dit ce que je vous propose, c'est que tout le monde soit respecté à la maison. Donc on dit que l'entrée, le salon et la cuisine, ça va être l'espace de vie qu'on essaie tous de maintenir harmonieux, parce que pour moi c'est hyper important et vous allez voir que pour vous ça va l'être aussi. Par contre, moi je m'engage à respecter aussi votre univers de liberté. Donc votre chambre, c'est votre univers. Du moment que vous laissez pas de nourriture traîner et qu'il n'y a pas plein de petites bêtes, je laisse votre chambre tranquille. Si vous êtes en train par exemple de faire un jeu ou de regarder une série ou quelque chose, quand je vais dire le dîner est prêt, je vais dire est-ce que ça vous va si dans 20 minutes on dit qu'on est tous à table ensemble et que chacun a le temps du coup de terminer son activité. Est-ce que ça vous convient, vous, si quand vous partez ou quand vous revenez du collège le soir, vous avez laissé le salon et la cuisine, qui sont nos univers de vie en commun, harmonieux? Voilà. Et en fait, les enfants comprennent extrêmement bien ce genre de discours. Parce qu'on n'est pas dans la répression, on n'est pas dans l'interdiction, on n'est pas dans la privation de liberté. On est dans, est-ce que tout le monde est OK pour que chacun ait son espace de liberté respecté? Et donc, à partir du moment où tu t'es intéressée à ça, c'est aussi plus ou moins à ce moment-là que tu as décidé de définitivement quitter Paris pour venir dans ta maison de campagne. Est-ce que tu peux m'expliquer ce moment? Alors, il y a eu un événement majeur qui s'est produit à ce moment-là, c'est que mon ex-mari Thierry, qui est donc calédonien, a décidé de quitter l'armée et de partir s'installer définitivement en Nouvelle-Calédonie. Et nos 2 fils, donc notre grande fille, elle était partie faire ses études à Barcelone, mais les 2 garçons ont décidé de suivre leur papa. Donc je me suis retrouvée avec mes 3 grands qui n'étaient plus à Paris. Et le fils aîné de Marc, Victor, lui, avait pris un appartement. Et sa fille nous a dit moi, ça m'ennuie pas de venir vous voir les week-ends et je peux passer les semaines à la maison avec maman. Donc on avait en fait plus de grands à la maison. Et la petite dernière, qui venait tous les week-ends, nous réclamait je veux plus aller à Paris, je veux rester vivre ici, etc. Et elle était en CP, donc on s'est dit c'est vrai que c'est quand même le meilleur moment, son primaire, pour qu'elle vive à la campagne et qu'elle grandisse pas à Paris. Et donc ça a été ça l'élément déclencheur. Ça a été de se dire il reste plus que Chromé à la maison et pourquoi pas. Et alors, déménager ici, comment tu l'as vécu? Déménager et venir m'installer à Tavers, ça a plutôt été une bonne décision au départ. J'étais contente de profiter de la maison, de l'aménager, de justement l'aménager en maison du quotidien et plus simplement en maison de week-end.
On a beaucoup avancé, du coup, la maison a beaucoup progressé du fait qu'on y soit à plein temps. En revanche, j'ai vite senti la solitude. Déjà, mon année à Paris, elle avait été difficile, vu que j'avais ressenti ce dont je parlais tout à l'heure, le fait d'être très seule et que tout mon entourage travaillait. Et là, ça s'est encore plus accentué parce que je connaissais quand même pas grand monde. Donc la première année et demie, j'ai quand même été assez triste. C'était pas évident. Et j'ai beaucoup cherché ce que j'allais faire de moi surtout, parce que je voyais bien que le temps passait et mon âge aussi avançait. Et il fallait que je me dépêche de trouver ce que j'avais envie de faire. Parce que mon mari, lui, continue à aller travailler à Paris, bien sûr. Il a toujours son cabinet à Paris d'avocat, donc il est absent la semaine, 3 jours par semaine. Il travaille. À l'époque, il travaillait pas autant en télétravail, mais bon, avec le Covid, ça s'est un petit peu accentué et installé. Et puis, donc, tu cherchais ce que tu allais faire, et un jour, tu finis par discuter d'un projet avec ta future associée. Est-ce que tu peux me parler de quand est-ce que ça s'est produit et aussi de ta future associée, comment tu l'as connue, comment ça s'est déroulé cette discussion? Mon associée actuelle, donc Linda, qui est tchèque-allemande, habite le village depuis 25 ans. Elle-même a eu 4 enfants et elle a un petit peu tâtonné aussi au niveau professionnel pour trouver vraiment sa voie et ce qu'elle avait envie de faire. Et on a beaucoup échangé pendant toutes les années où je l'ai connue sur nos vies professionnelles. Elle et son mari, je les ai rencontrés de manière assez rigolote dans un restaurant ici à Beaugency, où j'étais arrivée un peu tard. À l'époque où j'habitais Paris, j'étais venue réceptionner un baby-foot et un trampoline pour les enfants. Et c'était un vendredi et on était arrivé avec mon ami un peu tard pour déjeuner et la serveuse nous a dit « Non mais c'est trop tard, les cuisines vont fermer ». Et puis ce couple était assis à côté de nous et le monsieur a dit « Bon, quand même, il ne faut pas accueillir les touristes comme ça, faites un effort ». Bon bref, donc on a commencé à discuter avec eux et il s'est avéré que c'était donc Linda et son mari et qu'on était voisins, qu'on habitait la même rue. Lui, il était adjoint au maire, il était aussi très investi dans la communauté de communes, donc il connaissait absolument tout le monde. On les a invités à dîner pendant le week-end, on a fait plus ample connaissance et puis après on est restés amis pendant toutes ces années. Et donc un jour vous avez eu une discussion toutes les deux? En fait, donc de sa rue, de notre rue, on passe obligatoirement devant le café tous les jours pour aller à l'école, pour aller faire nos courses. Enfin, on passe je sais pas combien de fois par jour et par semaine devant le café, parce qu'il est au cœur de la place du village, en face de l'église. Et moi je l'ai connu ouvert au tout début où je suis arrivée à Tavers et puis très rapidement après il a fermé. Et du coup, on voyait cette grille baissée, ce café fermé. Et puis, à force d'explorer un peu toutes nos compétences, nos envies, ce qui nous animait vraiment profondément, on a fini par se rendre compte qu'on était attirés par la même chose, l'envie de créer du lien, d'accueillir les gens, de créer un lieu en fait. Et puis on s'est dit pourquoi on n'irait pas visiter. Et voilà, et on a visité et ça nous a plu. Vous avez décidé de vous lancer. Et le projet a été accepté par la mairie. Et qu'est-ce que tu as fait à partir de là? Lorsqu'on a visité, donc on a dit banco, on s'est appelé 1 heure après, on s'est dit on se laisse 1 heure de réflexion et après on s'est téléphoné, on s'est dit go. Et donc là on s'est tout de suite vu, on a commencé à réfléchir un petit peu sur ce qu'on avait envie de faire dans ce café. Et puis on a tout de suite matché sur nos envies, donc on est allé voir le maire. Et on lui a présenté notre projet. Donc on voulait recréer du lien, rouvrir le café en tant que tel. On n'était pas trop portés sur ni les jeux ni le tabac, parce qu'on est quand même contre le tabac toutes les deux, et bien que j'ai fumé, moi, j'avoue. Et j'ai arrêté depuis longtemps. Et puis on n'avait pas envie de gérer les jeux d'argent, etc., tout ce qui est PMU, loto, toutes ces choses-là. On avait plus envie d'axer le projet sur le lien social. Donc vous avez décidé, votre projet à l'origine c'était de faire un café avec un espace restaurant? Alors on n'a pas forcément imaginé ouvrir un restaurant du tout au départ. Quand on est allé voir le maire, on n'avait pas forcément parlé de ça. La mairie donc elle a été tout de suite, le maire était sortant, donc on a attendu le nouveau maire puisqu'il y avait les élections municipales en 2020. On a attendu la nouvelle élection et le conseil municipal a voté pour le projet et on a fait un sondage en fait. On a la brocante du village de tous les premiers dimanches d'octobre
Et on a distribué un sondage à tous les habitants à l'occasion de la brocante, dans les commerces, etc. Et en fait, la restauration est sortie dans les choix prioritaires des gens, d'avoir un lieu pour se restaurer. Donc on a commencé à se dire, tiens, il faudrait faire une petite restauration. Et puis, on n'arrêtait pas, bien sûr, de croiser des gens dans le village qui nous parlaient de ça et qui nous disaient, alors, vous allez faire des plats du jour et puis, dans ma tête, j'ai commencé à me rendre compte qu'on n'allait pas juste faire des hot dogs ou des croque-monsieur, quoi, et que les gens attendaient un vrai repas. Donc là, ça a commencé à se complexifier un petit peu. Et puis, c'était un jour où on allait à Orléans et on allait discuter pour avoir des subventions avec les gens de la mairie, où j'étais dans la voiture au retour et je me suis dit, mais en fait, il faut que je me forme, il faut qu'on ouvre une partie restauration digne de ce nom, mais il faut que je me forme et c'est là que je me suis dit, il faut que je prépare le CAP cuisine. C'est comme ça que ça m'est venu. Et alors, vers qui tu t'es dirigée pour faire cette formation ? Comment tu les as trouvés ? J'ai cherché d'abord sur le net les personnes qui dispensaient la formation du CAP cuisine à distance. J'ai contacté plusieurs organismes et l'atelier des chefs, ça a été vraiment les plus réactifs. Ils m'ont paru très sérieux. J'ai regardé aussi les avis et il y avait l'air d'avoir des avis plutôt favorables. J'ai aussi appelé des gens que je connaissais à Paris qui étaient dans le milieu de la restauration qui m'ont dit que les apprenants qui sortaient de chez eux en général étaient plutôt bien formés et avaient bonne réputation. Et puis au niveau rapport qualité-prix, ils étaient très bien placés aussi, étonnamment, vraiment très bien placés par rapport aux autres. Voilà, et puis il y avait ce système donc de correction, on avait quand même la possibilité d'aller à son rythme. Et moi, j'avais le projet à côté, j'avais ma petite fille à gérer, donc j'avais quand même des journées bien pleines. Et l'avantage de leur formation, c'est qu'on pouvait vraiment travailler les cours quand on voulait dans la semaine, et on cuisinait en fait les week-ends. Donc c'était un bon compromis. Et donc, quand est-ce que tu as commencé cette formation ? Et comment est-ce qu'elle s'est déroulée ? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, par exemple ? Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette formation ? J'ai démarré en septembre 2020. J'ai d'abord, pendant la première partie de l'année, j'ai d'abord fait le parcours 8 semaines pour entreprendre à la Chambre de commerce à Orléans, où là, on a travaillé le projet sur tous les aspects marketing, comptable, droit des sociétés, etc. Et après, j'ai commencé la partie cuisine plus à fond. Et donc, j'ai préparé le CAP de septembre 2020 à 2021. Mais la formation, qu'est-ce qu'elle t'a appris qui te sert aujourd'hui Non, la formation, elle m'a énormément apporté parce que grâce au CAP, on travaille le produit. Et moi, j'axe toute ma cuisine sur le produit. Parce que je pense qu'un bon produit fait déjà le plat. Et au CAP, vous passez tous les produits quasiment qui existent en revue, hein, les fruits, les légumes, les viandes, les volailles, les poissons, etc. Ensuite, ça m'a appris à organiser mon temps, à structurer justement les étapes de travail pour être capable de fournir un plat à telle heure, chaud, bien présenté. Voilà. Et aujourd'hui, tous les matins dans ma cuisine, je m'en sers. Parce que tous les matins quand j'arrive, je dois être capable de faire mon emploi du temps pour savoir comment, à midi pile, quand les premiers clients sont assis, mes plats sont prêts, dressés dans l'assiette, chauds et parfaits, quoi. Alors on envoyait des photos et des vidéos pour être corrigés. Donc c'était assez bluffant parce que ils voient tout. Ils sont très très forts. Tout ce qu'on a envie de camoufler, de dissimuler, ils le voient tout de suite. Donc ils sont très bienveillants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réprimande. Hein. On est toujours encouragés. Ils nous expliquent pourquoi ça n'a pas forcément donné le rendu qui était attendu. Et puis, ils vous appellent aussi. Il y a quelqu'un qui vous appelle régulièrement pour savoir comment vous allez, comment vous vous sentez, etc. Pour savoir un peu aussi psychologiquement, je pense, comment ça va. La formation du CAP cuisine avec l'atelier des chefs, je ne sais pas comment elle est avec les autres. C'est une formation très riche, très dense. Il y a énormément de connaissances, énormément de sujets qui sont abordés. C'est vraiment incroyable. Quand est-ce que tu as arrêté la formation ? Et ton café, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu finisses par l'ouvrir ? J'ai arrêté la formation. J'ai décidé de ne pas passer le CAP au printemps 2021
Parce que le projet ici s'est accéléré. Et en fait, je me suis rendu compte que l'investissement en temps que me demandait le CAP était absolument pas compatible avec le projet d'ouvrir un café-bar-restaurant dans notre village. Parce que quand tous les aspects des travaux ont commencé, il a fallu travailler sur le permis de construire avec les architectes. Et là, on vous demande tout, parce que c'est vous les futures gérantes, donc on vous demande la moindre prise, la moindre ampoule. C'est des heures et des heures de travail avec tous les corps de métier, avec l'archi, avec la mairie. Ça prenait énormément de temps. Et puis après, il a fallu travailler, nous, notre projet, aussi toute la déco, puisqu'on a entièrement tout fait toute seule. Acheter la cuisine, ça a été aussi un sacré job d'acheter une cuisine professionnelle. Voilà, il faut penser à énormément d'aspects et donc ça a été une grosse partie de mon temps après de travailler le projet en lui-même. Et quand est-ce que vous avez finalement ouvert le café ? Alors le café aurait dû ouvrir en septembre 2022. Il aurait dû même ouvrir beaucoup plus tôt que ça, mais disons qu'une fois qu'on a eu passé le Covid, les retards, les problèmes de matériaux qui ont triplé de prix entre le moment où on avait eu les premières estimations des entreprises et les prix réels. Bref, il y a eu tout un tas d'aventures. Et les travaux ont enfin commencé au printemps 2022. On aurait dû être livré en septembre 2022 et on a été livré en décembre 2022. Donc on s'est rendu compte très vite qu'on n'ouvrirait pas même avant Noël. Donc on a décidé de prendre une semaine de vacances à Noël pour aller un peu changer d'air, parce qu'on était au bout du rouleau, on mangeait café, on buvait café, on dormait café, on rêvait café, c'était obsessionnel. Et donc on a pris une petite semaine de coupure et ensuite tout le mois de janvier on a bossé mais comme des dingues pour tout aménager. Il a fallu s'occuper de toute la déco, les tables, les chaises, les couverts, les assiettes, les verres, toute la batterie de cuisine, les matériaux, les coussins, les banquettes. Voilà, et puis le 30 janvier, on a ouvert. Je crois qu'on était dans un état second. On était vraiment on était, ailleurs, quoi. On était plus nous, on était des robots qui travaillaient. Et on a des amis qui sont venus déjeuner le samedi, qui m'ont fait faire un repas test pour m'aider parce que jusqu'à 3 jours avant d'ouvrir, ma cuisine, elle était dans l'état des travaux, pleine de gravats. Donc on a une dame formidable, la couturière qui nous a fait toutes les banquettes et les coussins, qui est venue, qui a pris toute ma cuisine en main, qui l'a entièrement nettoyée pour que je puisse travailler dedans. Et puis moi, j'ai lâché les tournevis, les pinceaux, etc. Et à un moment, j'ai dit, il faut que je cuisine en fait, il faut que j'y aille. Maintenant, c'est là quoi. Et ça a été très dur parce que je me suis retrouvée le mardi matin et il fallait servir. Et on a eu tout de suite du monde et je ne sais plus combien de couverts on a fait le premier jour, peut-être 10 ou 12. Et c'était lancé quoi. Et depuis, comment tu te sens dans ce projet en fait, dans cette nouvelle vie ? Depuis qu'on a ouvert, je me sens bien, mon associé aussi. On a eu des ajustements à faire évidemment au départ. On a aussi découvert que les gens étaient beaucoup plus en recherche d'un restaurant que d'un bar, que d'un café. Donc c'est du coup une grosse partie de notre chiffre d'affaires, la restauration. Donc ça m'oblige quand même à être assez pro. Les gens sont contents, ils sont très gentils. On a des super commentaires partout sur les réseaux sociaux, sur Google. Mais voilà, ça nous met quand même une belle pression, et Linda au service et moi en cuisine, pour maintenir ce niveau. On a dû apprendre complètement tout ça, savoir conserver les produits sans intoxiquer les gens, maintenir un lieu toujours propre, toujours impeccable au niveau hygiène. Et dans plusieurs années, comment est-ce que tu le vois ton café ? Est-ce que tu l'imagines avec d'autres projets ? On s'est dit qu'on ferait ça le temps que nos maris soient à la retraite. Mais bon, avec la nouvelle loi, c'est encore plus long. Donc je suis pas sûre qu'on tiendra aussi longtemps. Parce que peut-être qu'en tout cas, moi, je l'ai fait peut-être 10 ans trop tard. Parce que c'est quand même un métier hyper fatigant. Et voilà, j'ai déjà 52 ans, donc je sais pas si je tiendrai jusqu'à plus de 60 ans à faire ce métier. Je sens quand même qu'on s'habitue, que notre corps aussi prend le rythme, notre cerveau aussi va plus vite. On prend quelques mécanismes, quelques habitudes, et ça va mieux. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux.
Mais j'aimerais bien maintenir notre niveau de prestation à son max. Donc je pense que le jour où on sentira qu'on est peut-être sur la pente descendante au niveau de notre énergie, de ce qu'on peut mettre dedans, on pensera à passer la main à d'autres personnes qui auront sûrement une belle énergie à mettre dans ce lieu. Parce que le lieu est quand même vraiment, vraiment très chouette. Je regrette rien, je pense vraiment que toutes les deux, on est là où on doit être et que voilà, on fait ce pourquoi on est faite. Après voilà, est-ce qu'on restera vraiment que toutes les deux Je suis pas sûre. Je pense qu'idéalement, il faudrait qu'on puisse déléguer un peu Linda au niveau du service, moi en cuisine, pour développer sur d'autres activités. Moi, j'aimerais bien faire un coin boutique. On est assez privé ici à la campagne de choses un peu sympas au niveau déco, au niveau vêtements, au niveau bijoux. Donc j'aimerais bien développer un coin boutique. On voudrait aussi faire un coin de produits du terroir. Et puis à l'étage, on a 2 très jolies salles. Donc on aimerait aussi développer l'étage pour des anniversaires d'enfants, pour faire venir les entreprises, pour toutes les associations, pour les formateurs en développement personnel, parce que ça reste toujours quelque chose qui me plaît énormément, qui m'attire beaucoup. Donc j'aimerais vraiment développer le lieu pour autre chose que simplement la restauration. Et peut-être une dernière question. Toi qui as toujours été habituée au changement, tu as beaucoup changé de métier, de pays, etc. Est-ce que tu penses que tu serais capable de rester ici, notamment à Tavers, pour toujours, ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu auras encore besoin de changer ? Je sais que j'aurai besoin de changer. Je le sais déjà. Et tu sais pas encore vers quoi ? Je sais très bien que ça sera au bord de la mer, où il y aura des palmiers, des bougainvilliers, des hibiscus et le sable. Soit vers les îles, soit vers l'Italie, mais parce que l'Italie, c'est aussi vraiment mon deuxième gros coup de cœur. Mais oui, je sais que... Mais on est très attachés à notre maison. Voilà, donc ça serait très dur de se dire qu'on la quitte. Mais oui, ça sera peut-être un mi-temps au soleil et ici au printemps. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.